voulais évoquer un sujet très très important ce soir qui est gestion de son anxiété, de sa colère, plus globalement de ses émotions face à l'actualité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Cyrielle, je te propose de te présenter. Ok, merci. Alors, donc je suis Cyrielle Richard. Je suis psychologue en fait, spécialisée en neuropsychologie et également en thérapie cognitive et comportementale. Voilà, donc depuis un an là et quelques, je suis sur Montréal et plus précisément dans une clinique privée qui s'appelle la clinique d'anxiété de Montréal. Et donc on parlera pas mal d'anxiété du coup dans la suite. Et sinon auparavant, j'ai travaillé une dizaine d'années en France en hôpital. Pour des associations et puis j'ai également dirigé également une association de TCC en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Ah oui. Et puis sinon j'ai aussi je suis aussi l'autrice de quelques livres et également de chapitres sur des livres collectifs. Et donc, juste, je me permets rapidement, on est en train de finaliser d'ailleurs un livre collectif qui devrait sortir normalement l'année prochaine sur le TDAH. Voilà. Donc, génial, merci. Restez connectés. Merci Cyrielle. Et effectivement, on rappellera bien entendu les références de tes ouvrages et des sources aussi des sujets qu'on pourra évoquer tout au long de ce live après dans des posts ultérieurs donc à ce live. Je vais me présenter aussi très rapidement. Donc moi je suis Fatima, je suis l'un des cerveaux derrière Planète Psy. Je crois que vous avez déjà pu rencontrer Vélina, Sabrina, voilà, il y a aussi Fatima. Donc on va passer ce soir une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, suivant les questions que vous aurez, avec Cyrielle. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on a voulu aborder ce sujet avec vous ce soir? Bon, à moins de vivre sous un rocher, je crois qu'on est tous face à l'actualité qui est celle qu'elle est. Parfois être bouleversé, en tout cas on en a conscience. On est bombardé d'infos constamment et ces infos-là, elles sont pas toujours faciles à comprendre ni à appréhender d'un point de vue simplement émotionnel en fait. Et donc voilà, ce flot d'informations continue à l'ère des réseaux sociaux. Donc nous impacte, je l'ai dit, certaines infos nous bouleversent, d'autres font surgir des émotions un peu difficiles. Le but ici, c'est d'en parler, justement, de décrypter les émotions, de décrypter ce qu'il y a derrière parfois la colère, l'anxiété, et d'en parler, hein, parce que ça commence toujours par en parler en psycho. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce live, j'espère que vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête face à l'actu et mieux décrypter ce qui se passe dans votre tête et mieux finalement accompagner toutes ces émotions qui surgissent un peu tout le temps en ce moment. Voilà. Donc bien entendu, on répondra à toutes les questions qu'on a déjà eues auparavant et les questions qui arriveront pendant ce live. On prendra un temps à la fin de ce live, au moins 15 minutes, pour répondre à toutes les questions, sachez-le. Donc Cyrielle, on va commencer, on va se lancer. Je sais que c'est une très vaste question, mais comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est une émotion au sens clinique du terme? Ouais, vaste question effectivement. Alors, en fait, une émotion, pour faire un peu rapide, je dirais, c'est d'abord un phénomène qui est subjectif, c'est-à-dire qu'il nous est propre. Nos émotions, même si on peut les partager, en fin de compte, on les vit à notre façon. Et même si on peut être plusieurs à ressentir de la joie, de la colère, de la tristesse, en fait, la manifestation nous reste propre. Donc d'abord, c'est subjectif. C'est un phénomène qui est biologique également, parce que une émotion, c'est aussi un peu le produit finalement de notre cerveau. Et puis également après, tout un jeu de neurotransmetteurs et puis de chimie un peu organique à l'intérieur de notre corps. Et puis après, les émotions, elles sont aussi intentionnelles et puis aussi elles ont une fonction expressive, c'est-à-dire que nos émotions, même si on peut essayer de les contrôler, en fin de compte, elles vont transparaître et on va les transmettre ou en tout cas les montrer, même si on essaye parfois de les déguiser ou autre. Bon, certaines personnes sont plus des livres ouverts que d'autres, mais en tout cas, on va les exprimer et effectivement,
on va les transmettre, que ce soit de façon directe ou indirecte. Après, il y a aussi un autre point important, c'est bien souvent en psychologie, on va parler d'émotions qui vont être primaires et d'émotions qui seront plus, alors entre guillemets, secondaires. Donc, dans les émotions primaires, bon, ceux qui ont regardé le film Vice Versa, vous en connaissez déjà certaines. Ça va être la joie, ça va être la colère, ça va être la peur, ça va être le dégoût également. Ça va être également la surprise. Je pense que je les ai toutes dites. J'ai dit la peur ou pas? Oui, je crois. La tristesse également. Enfin voilà. Et donc, et puis après, nous aurons des émotions plus secondaires qui sont un peu des dérivés, je dirais, des mélanges des premières, quoi. Un peu comme on a dans les couleurs, des couleurs primaires, comme par exemple le bleu, le jaune, et qu'on a des couleurs secondaires qui est le vert, qui est un produit des deux autres. Donc après, il y a aussi une autre chose, c'est que nos émotions, elles ont aussi une fonction au niveau des interactions, mais elles ont aussi des fonctions adaptatives. Et donc, si on ressent une certaine émotion, ça nous reflète un petit peu ce qu'on voit et ce qu'on est en train de vivre, mais ça va aussi refléter en fait comment nous percevons la situation, mais aussi quand on est en interaction avec quelqu'un d'autre, comment on perçoit cette personne et comment on perçoit cette interaction. Et puis après, comme je disais, nos émotions, elles ont ce côté adaptatif dans le sens où elles vont nous pousser à avoir certains comportements. Par exemple, la joie, ça va nous encourager à nous engager dans des actions qui vont nous permettre justement de rester dans cette émotion-là. D'autres émotions comme par exemple, je dirais là, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus secondaire, l'espoir par exemple. L'espoir, ça nous permet de rester engagés, même si objectivement, tout ce qui se passe autour de nous indiquerait plutôt que le contraire. Voilà. Et puis après, face à nos émotions, il y a évidemment, il y a certaines émotions qu'on vivra brutes et puis d'autres, au contraire, qu'on va essayer de réguler. Et du coup, on a en fait 5 grandes stratégies de régulation des émotions. La première chose, c'est d'abord la sélection de la situation. La sélection de la situation, c'est par exemple qu'on va sélectionner certaines situations, on va s'y exposer parce qu'on sait qu'elles vont nous faire ressentir certaines émotions et que c'est ça qu'on souhaite. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'Halloween par exemple. Un grand classique, c'est d'aller regarder un film d'horreur parce que justement, on sait que ça va nous provoquer la peur et que c'est ça qu'on a envie de ressentir. À l'inverse, au contraire, si on se disait je n'ai pas du tout envie de ressentir cette émotion-là, à ce moment-là, sélection de la situation, c'est je ne vais pas m'y exposer, je vais me mettre en retrait. Autre point, deuxième stratégie, c'est la modification de la situation. Je suis confrontée à une situation qui me provoque certaines émotions et à laquelle je ne peux pas forcément ni échapper, ni éviter. À ce moment-là, je peux modifier cette situation, c'est-à-dire on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais selon le type de situation, parfois on peut contrôler son environnement et donc automatiquement ça va nous permettre peut-être d'être dans une réaction émotionnelle moins forte. Ensuite, il y a le focus attentionnel aussi, c'est-à-dire que sur une même situation, je peux aussi faire le choix de porter mon attention sur certains éléments et pas sur d'autres. Exemple qui n'a rien à voir avec l'actualité, je fais exprès pour qu'on puisse se sortir un peu de l'impact émotionnel justement. Donc voilà. Modification du focus attentionnel. Juste après ce live, j'avoue que je pars chez le dentiste pour poser ma couronne. Eh bien, là, honnêtement, c'est une situation qui peut légitimement me mettre dans l'inconfort au niveau émotionnel. Mais une fois que je serai dedans, on est d'accord que j'ai plutôt intérêt à ne pas laisser ma peur parler, qui va du coup me faire avoir certains comportements. Voilà, mordre ma dentiste n'est pas une très bonne idée, même si mon cerveau va me dire je suis en danger, donc il faut que je riposte. À ce moment-là, du coup, pour gérer mon émotion, il vaut mieux que je change mon focus attentionnel. Je pense que c'est une stratégie qu'ils ont mis en place là où je vais en tant que dentiste. Ils ont des super posters au niveau du plafond, et je pense que c'est parce qu'ils ont capté justement que c'était beaucoup plus simple à vivre comme situation si on pouvait se concentrer sur un poster tranquillisant. En l'occurrence, là, c'est des cascades et des machins très cucu, plutôt que si au contraire, on est en train de se focus sur sa pensée et son inquiétude face à des soins qui peuvent être un peu intrusifs. Donc voilà, donc là, c'était pour le fait de changer son focus attentionnel. Après, il y a aussi comme 4e stratégie, la réévaluation. C'est-à-dire, je peux changer ma façon de concevoir la situation. Plutôt que de la concevoir comme étant potentiellement génératrice d'émotions qui vont être pénibles à vivre, je peux voir la situation plutôt comme étant quelque chose qui pourrait m'apporter plutôt du bénéfice. Je reviens sur mon histoire de dentiste.
Là, réévaluer la situation, ce serait plutôt que d'être focus sur le fait que je vais me sentir peut-être dans la peur ou l'inconfort, je peux penser à après, je pourrais faire telle et telle chose. Déjà, une fois que j'aurai ma couronne, je serai tranquille a priori pour un petit moment. Et puis ensuite, ça va aussi me faire regagner d'autres conforts que je n'ai plus à cause de ça. Ensuite, la dernière stratégie, c'est ce qu'on appelle l'inhibition, c'est-à-dire on va modifier ou on va éteindre une expérience émotionnelle qui est déjà en cours. C'est une stratégie qui en soi est relativement peu adaptative, mais qu'on peut avoir tendance à faire. Quand je dis que c'est relativement peu adaptatif, c'est dans le sens où ça peut donner lieu à une stratégie après qui est plutôt délétère. C'est plutôt des stratégies de dissociation où on va en fait essayer de ne pas vraiment se confronter à la situation. Mais disons que quand on est exposé à quelque chose qui est particulièrement pénible et auquel on a l'impression qu'on ne peut pas échapper, c'est une stratégie qu'on va mettre en place un peu spontanément pour se protéger. Voilà, j'espère que tout le monde a réussi à suivre malgré le fait que c'était un peu long. Voilà. Mais c'est très détaillé parce que c'est un sujet important qu'il faut traiter de manière scientifique. Hein. Il faut le décrypter comme tu viens de le faire. Donc on fera, vous inquiétez pas, des posts dans les jours, semaines qui viennent, très détaillés, en collab avec Cyril, les références. Avec toutes les références, on décryptera ça point par point. Pour peut-être résumer et quand même reprendre une vision un peu plus macro sur la définition de l'émotion. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'émotion, finalement, c'est avant tout une réaction? Je l'ai dit tout à l'heure, je te laisse peut-être un peu compléter. Ouais, effectivement, réaction physiologique, réaction cognitive, parce que on n'est pas que de l'émotion brute, on a aussi des pensées autour, et puis réaction comportementale, et par le fait que nos émotions vont se refléter sur notre comportement, mais aussi parce qu'on va adapter notre comportement en fonction de l'émotion qui sera ressentie. Exactement. Rentrons en vif du sujet, Cyrielle, l'anxiété, la colère et tout ce qu'on pourrait ressentir face à l'actu. D'abord, je voulais rappeler ça, on voulait le rappeler toutes les deux d'ailleurs, c'est qu'il est, il faut le rappeler, c'est tout à fait normal, humain, je dirais humain, plutôt que de dire normal, d'être déstabilisé en ce moment, de se sentir ému en tout cas. Et c'est aussi tout à fait humain, c'est également humain. De vouloir se protéger un maximum de l'actu en ce moment, de vouloir se préserver de l'ambiance actuelle dans laquelle on vit depuis quelque temps. Voilà, les deux se valent, les deux sont tout à fait valides et il n'y a pas à se sentir honteux ni quoi que ce soit d'une réaction plutôt. Donc est-ce que tu peux un peu nous clarifier tout ce qui va être anxiété finalement qu'on peut ressentir en ce moment, Cyrielle? Ouais. Justement, tu vois, quand je parlais tout à l'heure d'émotions, alors primaires, émotions secondaires, là pour le coup, on y est tout à fait. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est un dérivé un peu d'une émotion primaire qui est la peur, sauf qu'elles vont en fait être différentes sur bien des aspects. Tout d'abord, la peur, en fait, elle vient nous renseigner sur le fait qu'on a perçu une menace, d'accord? Mais généralement, c'est une menace qui est en fait palpable, je dirais, qu'on peut facilement identifier, d'accord? L'anxiété peut se manifester en dehors du fait d'avoir une menace réelle, d'accord? Autre point important, c'est que la peur cesse à partir du moment où cette menace qui était identifiable, qui était concrète, disparaît, d'accord? L'anxiété, justement, comme il n'y a pas forcément de menace qui est directement identifiable ou palpable, du coup, elle peut perdurer pendant longtemps. Et donc, on peut avoir un phénomène de d'abord, on est confronté à un danger, on va ressentir de la peur, et puis le danger disparaît, la peur du coup se restreint, mais on peut rester dans l'anxiété quand même, puisque l'anxiété n'a pas besoin forcément d'être avec un danger palpable et concret, d'accord? Donc on peut tout à fait rester pendant plusieurs jours dans un mal-être anxieux, parce que justement on s'attend à revoir le danger réapparaître en dehors du fait que le danger puisse réellement être là, d'accord? Ensuite, autre point aussi important, c'est que la peur nous motive plutôt à être dans l'action. Elle va nous motiver en fait à prendre des mesures pour s'adapter. Les réactions assez classiques que vont nous donner la peur, ça va être quoi? Ça va être l'attaque, ça va être la fuite, ou ça peut être de figer parce que on reste des animaux et les animaux dans la nature, face à un danger, ils vont soit essayer de se battre, soit ils vont s'enfuir, soit sinon ça va être la stratégie de je fais le mort et avec un petit peu de chance, le danger va passer tout seul. L'anxiété, elle par contre, elle va nous donner aussi cette impression-là qu'on pourrait agir, sauf que comme on était face à une menace qui n'était ni identifiable,
ni palpables, ni des fois concrètes, bah, du coup, aucune de ces stratégies ne peut véritablement fonctionner, ou en tout cas, on n'obtient aucune vraie conséquence, je dirais, à court terme. Et du coup, bah, on peut aussi rester complètement bloqué sur cette anxiété. Et puis après, bah, c'est ce qui va faire aussi que du coup, on va avoir l'impression, alors que la peur nous pousse à mettre en place certaines actions, bah, l'anxiété, au contraire, elle va plutôt nous maintenir dans une espèce de fixation comme ça, où on ne sait pas très bien quoi faire parce que justement, bah, pour pouvoir agir, il faut être face à un problème qu'on peut identifier. Et là, on n'y est pas forcément. Exactement. Donc voilà. Et alors, disons que l'anxiété, malheureusement, est installée. Voilà. Disons que, tiens, je prends un exemple, hein, disons que moi, voilà, je suis anxieuse et que je commence à ressentir les effets. En ce cas, quel conseil est-ce que tu pourrais nous apporter? Alors, tout d'abord, tu vois, imaginons qu'on est dans la situation, là, comme on parlait, l'actualité peut nous rendre anxieux, et c'est tout à fait légitime. La question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette anxiété? Je dirais qu'il y a à peu près 3 stratégies de possibles. La première, c'est avant tout de se poser la question, face à quoi à quoi est-ce que je fais face? Est-ce que je fais face à un problème qui est concret ou est-ce que je fais face à un problème qui est plutôt hypothétique? D'accord. Je vais donner, je vais donner un petit peu des exemples après. Donc, première question, problème concret, problème hypothétique. Deuxième question, si je suis face à un problème concret, je peux avoir l'impression que le problème est tellement énorme, en gros, qu'il me dépasse. Et du coup, bah, je peux me retrouver justement anxieux parce que je vois que le problème est là, mais que je ne sais pas comment justement le résoudre. Donc là, à ce moment-là, si le problème est là, qu'il est concret et ainsi de suite, mais qu'il nous semble énorme, bah, c'est comment est-ce qu'on pourrait le décomposer. Et ensuite, bah, l'autre option, c'est que si on est face à un problème hypothétique, là, à ce moment-là, on va revenir sur les stratégies un peu de régulation émotionnelle que j'ai dit avant, c'est-à-dire est-ce que je peux changer, entre guillemets, mon focus et est-ce que, en changeant mon focus, soit j'arrive à le décomposer et à me dire, OK, dans mon problème hypothétique, j'ai des problèmes concrets que je peux résoudre, ou pas. Et si à ce moment-là, je me dis, OK, il n'y a que des problèmes hypothétiques, à ce moment-là, la question, c'est comment est-ce que je peux agir sur mes propres pensées pour ne plus être justement uniquement à m'accrocher à ces problèmes hypothétiques et passer à des actions et des choses un peu plus concrètes. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands points. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, en amont, je voudrais juste préciser une chose, c'est que, comme tu disais, c'est humain d'être anxieux. En dehors de ce qui se passe cette année, on en avait discuté un petit peu en amont auparavant, et en fait, globalement, j'ai envie de dire que ça fait des années et des années que nous faisons face à une actualité qui est effectivement stressante. On a des enjeux politiques, des enjeux écologiques, des enjeux économiques, même en dehors, que ce soit au niveau national ou même international. Et oui, la pandémie qui est pas si loin non plus derrière nous, qui est même toujours plus ou moins en cours, même si on en parle moins. Enfin, toutes ces choses-là font qu'effectivement, on est bombardé d'informations qui sont stressantes. Et donc, effectivement, au bout d'un certain temps, on peut arriver à un état de stress dépassé, qui fait qu'on a l'impression, que petit à petit, on s'est retrouvé un peu enseveli, je dirais, sous la montagne d'informations stressantes. Et donc, se sentir mal à l'aise, c'est une réaction qui peut être humaine face à ce genre de situation. Donc là, je rentre un peu plus dans ce que je disais tout à l'heure au niveau des stratégies. Donc voilà, prenons la question de, sommes-nous face à un problème concret ou face à un problème hypothétique? Un problème concret, par exemple, c'est un problème qu'on peut réussir à définir avec des termes vraiment, comme je le disais, qui sont concrets. Par exemple, on pourrait tout à fait se dire, la guerre est un problème concret, effectivement. Par contre, la guerre est un problème qui, en soi, nous dépasse. Parce que, à moins que quelqu'un soudainement se révèle ici et dise je chuchote à l'oreille des dirigeants, quelque part, non, à notre niveau, on n'a pas tellement d'options, on va dire, ou pas tellement de leviers d'action. Alors, par contre, face à un problème comme ça, qui peut être concret, mais qui peut être énorme, là, à ce moment-là, la bonne stratégie, entre guillemets, c'est de le décomposer, le problème. C'est de se dire, OK, guerre, c'est un problème qui est beaucoup trop flou quand on le dit comme ça. Alors, comment pourrait-on le décomposer? Finalement, là, on peut se reconnecter avec son émotion. C'est quoi que je ressens, par exemple? Eh bien, on peut se dire, moi, ce que je ressens, c'est que je souffre par empathie pour certaines populations victimes. OK. Eh bien, à ce moment-là, on a un problème concret. C'est des populations que,
des populations de civils ou autres souffrent et du coup, eh bien, je me sens concernée. Ok, donc problème concret, c'est comment est-ce que je peux résoudre ce problème. Alors, encore une fois, on reste humble dans le sens où, comme je disais, à moins que quelqu'un lève la main et dise moi je peux chuchoter à l'oreille des dirigeants, voilà, nos actions vont forcément être limitées. Alors après, ce qu'on peut se dire, c'est si je souffre par empathie vis-à-vis de certaines populations, je peux m'investir pour pouvoir venir en aide. Ça peut passer par différentes actions concrètes. Par exemple, ça peut passer par le don à certaines organisations comme des ONG, des choses comme ça. Et donc là, clairement, on est parti d'un problème qui était concret mais énorme, la guerre, à on remet notre focus attentionnel. Donc là, c'est population civile qui est en danger. Ok, focus attentionnel à nouveau. Qu'est-ce qui est concret, qui existe et dans lequel je peux m'engager? C'est par exemple, je peux m'investir dans des ONG, que ce soit investir par mon temps, que ce soit investir par l'argent si j'en ai et que j'ai envie de faire un don et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on reprend l'autre versant, c'est le problème hypothétique. Problème hypothétique, je reste sur le domaine guerrier, d'accord. La guerre apocalyptique contre les zombies. Ouais, pour le moment, c'est plutôt un problème hypothétique, ça. Donc, alors, vous voyez, là, en l'occurrence, comme c'est un problème hypothétique, a priori, on n'est pas menacé par les zombies. Eh bien, du coup, on ne va pas faire de résolution de problème, puisque le problème n'est pas là, d'accord. On pourrait, certes, comme certaines personnes qu'on peut voir dans des films ou autres, commencer à se préparer un bunker et puis à faire des tas de provisions et tout ça en vue de l'apocalypse zombie. Et, sauf que là, en gros, vous essayez de régler un problème hypothétique. On ne peut pas faire de la résolution de problème sur un problème qui n'est pas là. Là, vous allez vous épuiser concrètement et surtout, vous allez rester dans votre anxiété parce que vous essayez de résoudre quelque chose qui, en soi, n'est pas là. Donc, là, à ce moment-là, on peut se dire, OK, plutôt que de m'investir dans des actions qui en soi vont peut-être me faire gagner du temps en anxiété parce que je serais pas à ruminer pendant que je serais en train de magasiner pour avoir 50 tonnes de riz. Peut-être qu'il vaudrait mieux à ce moment-là que je travaille plutôt sur mes pensées. Pourquoi est-ce que je me sens inquiet? Est-ce que réellement cette inquiétude est fondée? Et ensuite, aussi que je travaille sur le fait que cette inquiétude, elle me coupe d'actions qui seraient plus concrètes, qui peut-être seraient plus utiles et puis peut-être aussi qui seraient plus engagées dans mes valeurs personnelles. Exactement. Donc voilà, en quelques mots. En quelques mots. Merci Cyrielle. Et on en parlait, c'est bien que tu introduises le sujet parce qu'on en parlait juste avant. On est aujourd'hui en 2023, on est sur Instagram, hein. On est surexposé comme jamais à toutes les informations qui peuvent circuler, bonnes et mauvaises, et sur les réseaux sociaux qui sont basés sur la viralité du contenu. Hein. Un contenu, plus il est impactant pour un utilisateur, plus il va devenir viral, et voilà, ça s'inscrit dans une boucle infernale après. À juste titre, hein, parfois, hein, mais Ouais. il n'empêche qu'en 2023, voilà, moi, quand je scrolle sur Instagram, nous tous, quand on scrolle sur Instagram, on voit des choses qu'on n'a pas forcément demandé à voir. Et je pense notamment à un public relativement jeune, qui n'est pas forcément assez mature, assez armé en tout cas, pour prendre du recul sur ce qu'il voit, pour recontextualiser un fait, pour finalement aussi peut-être juste sereinement, si tant est qu'on puisse demeurer serein, appréhender les émotions qui arrivent. Voilà, c'est en 2023, donc j'ai introduit ce qui vient ensuite. On est plus que jamais finalement, on nous sert le contenu et on peut se perdre en fait dans tout ce contenu. On peut scroller à l'infini puisque c'est un infinite scroll que vous avez sur Instagram. Vous pouvez scroller jusqu'à l'infini. Ouais. Comment on fait pour pas se perdre, Cyrielle, dans tout ce contenu? D'accord. Écoute, moi je vais démarrer par une phrase que j'aime beaucoup et que peut-être certains ont déjà vue. C'est la citation de Kipling qui dit que dans les guerres, la première victime, c'est la vérité. Et effectivement, alors ça a toujours été le cas, hein, d'accord, mais plus que jamais, on est aussi dans une guerre d'information et outre la guerre qui peut se gérer au niveau des armes et au niveau diplomatique, il y a aussi la guerre de l'engagement, effectivement. Alors, premier point,
que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur d'autres plateformes, on va effectivement, en tout cas l'algorithme va privilégier du contenu qui va être un peu sensationnel, qui va justement créer de l'engagement, notamment de l'engagement émotionnel. Et pour cela, du coup, ça va être beaucoup du contenu aussi qui va en fait jouer beaucoup sur nos biais cognitifs. Et c'est un peu comme des lunettes, si tu veux, qu'on va mettre devant nos yeux et qui vont colorer un peu la réalité et notre perception de la réalité. Alors des biais cognitifs, on en a tous. Hein, c'est comme les émotions, il n'y en a aucun qui soit fondamentalement bon ou mauvais. Certains biais, on va les avoir dans des moments où on est plutôt dans une émotion entre guillemets positive et d'autres on les aura plus quand on est dans des émotions entre guillemets négatives. Je mets des guillemets parce qu'encore une fois, les émotions n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Il n'y a pas des gentilles, pas des mauvaises. Hein, ok. Et donc voilà, certains contenus vont justement pour créer de l'engagement, parler à nos biais, comme par exemple des biais de surgénéralisation. Voilà, où on va se dire tous les gens qui sont d'une certaine culture, d'une certaine voilà, un certain lieu géographique sont comme ci ou comme ça, par exemple, surgénéralisation. On peut avoir aussi beaucoup de contenus qui vont jouer sur un autre biais, c'est ce qu'on appelle l'inférence arbitraire, c'est-à-dire on saute directement à une conclusion sans avoir forcément de preuves de cette conclusion. Le fait qu'on soit exposé à des vidéos ultra courtes, justement, favorise ce biais-là, parce que finalement, on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, et donc du coup, parfois, ça peut être compliqué justement de démêler, surtout qu'on peut avoir dans la même heure certains contenus qui vont nous présenter l'information d'une certaine façon, et d'autres contenus qui nous présentent l'information sous un autre jour total. Tout en sachant que chaque contenu répond aussi à un agenda, celui de la personne qui l'aura posté. Alors après, surtout, le point important, c'est de garder son esprit critique justement et de pouvoir aussi faire un travail qui peut être très long, mais c'est un travail de vérification. Parfois, il y a ce travail de vérification qui peut être fait par des débunkers, mais on peut aussi le faire soi-même. Par exemple, quand on est face à certaines photos, c'est utile justement, Google le permet, de revenir et de retrouver la source de la photo et du coup ça permet de voir si certaines photos sont vraiment de cette année ou si ce sont des anciennes photos qui sont présentées maintenant comme des photos actuelles alors qu'elles ont été prises dans un tout autre contexte. Je dis ça, c'est valable pour l'actualité, mais c'est valable également pour certaines arnaques en ligne où on va vous présenter un contenu en disant voilà, ça c'est un truc que je vends. Et si vous faites cette recherche simple via Google, de recherche d'images inversées, vous allez vous rendre compte que ça a été piqué sur un autre site, quoi. Voilà, donc ça c'est par exemple des petites choses. Alors après, pareil, toujours se poser la question de qui partage quoi. On peut aussi être attentif à quel est, je dirais, quel est le compte qui partage, quelle est son antériorité aussi. Si vous voyez que c'est Doudou 450 009 et qu'en gros il a été créé il y a 15 minutes. Voilà, vous pouvez être à peu près certain que c'est un bot. Après, pareil, il faut aussi être attentif à qu'est-ce que le compte suit et quels autres comptes il suit. Il n'y a pas si longtemps, c'était les journalistes d'Al Jazeera qui mettaient justement en garde les personnes en disant qu'il y avait eu des faux comptes qui avaient été créés à leur nom et qui du coup diffusaient de fausses informations. Et donc, eux, ils disaient justement, voilà, de faire attention à ça, que un des indices qui pouvait indiquer est-ce que c'est vraiment eux ou pas, c'était de regarder parce que eux ils disaient on se suit tous les uns les autres et ainsi de suite et donc ça pouvait être un indice. Voilà, autre point aussi, faut se méfier quand même des petites pastilles bleues qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux parce qu'on le sait, notamment sur X, ex-Twitter, il y a beaucoup de comptes en fait avec la fameuse pastille bleue qui est censée être vérification et tout ça qui en fait diffuse du fake, quel que soit le sujet en l'occurrence. Voilà. Donc merci. Critique, on va dire, et attentif. Exactement. N'éteignons jamais notre cerveau critique. Ça, c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Et je crois que on s'en parlait juste avant. Il faut se rappeler qu'on n'agit jamais bien, en fait, dans l'urgence et qu'on réfléchit rarement bien aussi quand on est pris par l'émotion. Il faut toujours regarder son cerveau critique. Pour y arriver, faut, je dirais, quand même avoir fait un petit travail d'introspection avant et il faut se sentir capable de visualiser ce contenu qui peut impactant, en tout cas parfois extrêmement difficile à accueillir. Il faut aussi le dire, aussi serein, aussi zen qu'on puisse
vouloir le demeurer ou tenter de le demeurer, il faut regarder sa réalité. Donc ça, on va en parler à nouveau, mais il faut reconnaître que oui, ce contenu-là me dérange et pourquoi il me dérange. Il faut vraiment se poser la question. Parce qu'une fois que j'ai compris pourquoi un contenu me dérange, je vais pouvoir aller décrypter, aller m'interroger sur quelles émotions je suis en train de ressentir, finalement la réalité de ce que je suis en train de voir. Et également, je vais pouvoir prendre du recul et me dire, bah, attendez, là j'éteins les réseaux sociaux, j'ai besoin de faire une méditation de 30 minutes et de marcher dans un parc et je ne veux plus entendre d'infos de tout le week-end. Tout ça, en fait, c'est légitime et c'est valable. On en parlait juste avant Cyril et je voulais le répéter. Finalement, il existe aujourd'hui, on le sait, tu l'as dit, il y a beaucoup de fake news. Il y a aussi, avec la pléthore de réseaux sociaux qui sont les nôtres, beaucoup de manières de se protéger de tout ça. Filtrer certains hashtags, bloquer certains créateurs de contenu, pourquoi pas, ça peut être une stratégie. Désinstaller des applications, mesurer son temps d'écran, etc. Pour éviter d'arriver à un point où en fait on ne supporterait plus aucune information. Et je pense que ça, tu vas en parler là, Cyrielle. Ouais. Alors effectivement, moi je tiens à dire parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens justement sur le sujet et il y avait des personnes qui me disaient que justement elles culpabilisaient entre guillemets en disant bah voilà, moi pour des raisons qui leur sont propres, des fois c'est lié à leur histoire, des fois c'est juste lié à un trop-plein, mais qui disaient en gros, moi je supporte plus de voir certaines choses, mais en même temps, j'ai peur entre guillemets de trahir quelque part mes convictions, mes valeurs ou même les créateurs que je suis en ne regardant pas. Et donc du coup, la personne se sent un petit peu prise en et ce qui crée justement aussi ce malaise et cet inconfort. Alors surtout, j'aimerais pouvoir le dire, c'est qu'on a le droit de ressentir justement ce malaise, cet inconfort, cette anxiété. Voilà, c'est humain. Et en l'occurrence, c'est pas des signes de faiblesse, c'est pas des signes de paresse, c'est pas des signes de trahison. Voilà, ce sont des réactions qui sont humaines et on a le droit, voilà, on est légitime à les ressentir, quoi. Ensuite, il y a un autre point aussi, c'est que reconnaître son malaise, c'est aussi une façon, je dirais, de dire qu'on reconnaît aussi le problème de certaines situations, voilà. Et c'est pas parce qu'on se sent en malaise que on serait du coup moins empathique ou moins connecté ou autre. Autre point un petit important, c'est qu'on a le droit aussi de se prendre une pause. Comme je disais tout à l'heure quand je parlais de se demander face à quoi, quel genre de problème on est, ça passe aussi par le fait de se dire là concrètement, est-ce que si je ressens vraiment trop de malaise, est-ce que je pourrais agir comme il faut? Tu l'as dit toi-même, on agit rarement bien quand on est sous l'emprise de l'émotion. Donc voilà, et ensuite il y a aussi un autre point important, c'est que ça n'aidera personne le fait qu'on soit en train de déprimer et ça ne nous aidera certainement pas nous-mêmes et en plus de ça, ça aidera pas les personnes qu'on avait envie d'aider. Donc on a le droit justement de se prendre une pause pour sa santé mentale et pour justement pouvoir se ressourcer et puis prendre un peu du recul par rapport à certaines choses. On a le droit également, comme tu disais, de filtrer certains hashtags. On a le droit aussi, de ne plus suivre certains contenus également. On a le droit aussi de ne plus suivre certains créateurs de contenu. Après, encore une fois, certaines personnes, et ça on en avait parlé aussi un peu en amont ensemble, voilà, on peut aussi se dire ouais, mais j'ai peur de, entre guillemets, les trahir aussi de cette façon-là, parce que comme on en avait discuté avant le live, il y a aussi certaines parties du monde auxquelles la presse n'a plus accès. Voilà, il faut le dire. Il y a une certaine restriction de liberté de la presse en ce moment. Et parfois, les seules infos qu'on va avoir, c'est celles qui ont été tournées justement live par les personnes qui sont sur place. Et on peut aussi, du coup, être exposé à ce contenu cru, parce que pour le coup, la personne filme live, et donc contrairement à des images qu'on va avoir en JT ou autre, c'est pas retravaillé en studio, il n'y a pas de sélection faite, et donc vous avez le contenu brut. Et on peut légitimement se sentir mal à l'aise face à la violence brute qu'on va voir dans les images. Et donc, on a le droit de se dire, voilà, j'ai pas envie forcément, ou j'ai plus envie, ou j'ai plus l'énergie d'être exposé à ça. Mais par contre, j'ai envie de continuer de soutenir cette personne dans son travail parce que ça me semble important ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, il y a des tas d'autres plans B, justement. Alors, certains vont avoir des Tipeee.
Voilà, et donc ça peut être l'occasion, on devient un tipeur, on fournit, voilà, des fois c'est juste 1 euro, hein, ça peut paraître peu, mais ça peut faire une différence pour un créateur qui fait ça sur son temps libre. Ça peut être aussi en le soutenant par d'autres biais, on peut tout à fait avoir envie de partager son contenu sans forcément le regarder jusqu'au bout aussi. Et puis autre point aussi, par rapport justement aux créateurs de contenu, on a le droit aussi, surtout si on les connaît plus ou moins personnellement, on a le droit de leur demander aussi de mettre des trigger warnings. Comme ça, on sait direct si on va passer ou pas, et si on va s'y exposer ou si on va revenir dessus lorsqu'on se sentira justement plus à même de pouvoir le regarder sans se sentir soit blessé, soit dans l'anxiété. Donc voilà. Tu l'as très bien résumé. On peut, si on a envie d'être utile, si on a envie, parce qu'on est animé par son humanisme, de participer à quelque chose, on peut le faire tout en se préservant de l'actus. Les deux ne sont pas incompatibles. Peut-être qu'on peut. Alors, tu as donné quelques exemples déjà, les Tipeee. Alors, Tipeee, c'est une manière, c'est un site via lequel vous pouvez payer des cafés ou donner des pourboires en fait à des créateurs de contenu très concrètement. Pour un peu définir ce que c'est. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de manières de soutenir, tout en se préservant de l'actu, des créateurs de contenu ou une cause humanitaire qui serait chère à notre cœur. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, des exemples qui sont tout à fait pacifiques, je dirais aussi, c'est important de le redire. Alors, avant tout, moi, j'ai envie de dire, on va s'engager dans certaines actions en fonction aussi de ses valeurs et aussi en fonction de ce à quoi on croit. Par exemple, là, pareil, on en avait discuté un peu en amont. Toi, tu suggérais qu'on pouvait interpeller directement des responsables politiques. Moi, ma conviction, c'est pour que ça soit efficace, faut taper au porte-monnaie. Donc, je serais plutôt à dire on peut boycotter certaines marques si elles ne correspondent plus à nos valeurs. En tous les cas, voilà. Surtout que ce qui est important, c'est d'agir en fonction de ce qui nous parle et de ce qui est conforme à nos valeurs personnelles. Voilà. Ensuite, autre point aussi qui est dans les différentes stratégies, comme je disais, il y a le boycott qui peut être quelque chose de possible, mais on peut aussi s'engager d'une façon plus concrète. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis psychologue. Au moment de la guerre, du déclenchement de la guerre en Ukraine, qui est toujours en cours, entre parenthèses, faut pas les oublier. Ouais. Moi je m'étais mise en relation en fait avec l'association des psychologues locales en disant voilà, si vous avez des besoins, moi dans ma limite, je peux aussi apporter certaines choses. Autre point aussi important qui s'était fait aussi à cette époque-là, c'est qu'il y avait beaucoup de pharmacies aussi qui, par exemple, proposaient qu'on achète des produits, notamment tout ce qui était sérum physiologique, tout ce qui était également bandage et ainsi de suite, et qui du coup ensuite les envoyaient justement là-bas. Donc voilà, ça c'est aussi une façon de s'investir de façon pacifique. Si vous, ce qui vous parle, c'est plutôt justement le prendre soin. Ça peut être une option. Après, il y a aussi des petites boutiques, des commerçants qui vont aussi ouvrir des cagnottes, des choses comme ça, ou qui sont engagés dans par exemple, des associations, des groupes, des ONG, et donc qui vont justement permettre de faire des dons comme ça. Après, dans les autres choses, il y a aussi des organisations religieuses, tout également. Après, je dirais toujours bien faire attention et être attentif, je reviens sur l'esprit critique, à qu'est-ce que les gens soutiennent et qui est derrière également ces différentes initiatives. Malheureusement, dernièrement, il y a eu pas mal de choses qui ont été révélées sur le fait qu'il y a beaucoup aussi de détournement, entre guillemets, des aides humanitaires par certains seigneurs de guerre. Donc, ça peut être justement important d'être attentif à ça et de pouvoir se dire voilà, moi je vais donner à certains organismes parce qu'ils me semblent clean entre guillemets et je donnerai pas à d'autres parce que justement je suis moins certaine de ce qui va se passer derrière. Autre point, et je reste dans l'histoire de rester vigilant, justement il y a certaines défiances vis-à-vis de certains groupes, mais il faut aussi faire attention à certaines cagnottes qui vont être ouvertes par des influenceurs. Voilà, je sais pas si vous suivez forcément ce genre d'actualité, mais pas plus tard que cette année, il y a une famille d'influenceuses assez célèbres sur les réseaux sociaux qui avait ouvert une cagnotte en disant nous allons venir en aide à des orphelins au Maroc.
voilà, disons que l'orphelinat en question n'a jamais vu l'argent en question, ne sait pas où c'est, et la famille est à Dubaï maintenant, donc voilà. Donc faisons attention à ce genre de choses aussi, même si les gens vous paraissent très sympathiques sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà. Alors, gardez votre esprit critique. Je pense qu'on ne le redira jamais assez de toute façon, mais si vous êtes là, c'est que vous avez un peu déjà un esprit critique développé. Tout ce que tu viens d'aborder, le fait de faire des dons, de donner de son temps aussi, c'est important si on en a. On en ressent besoin, encore une fois, il n'y a aucune injonction. Est-ce que c'est pas aussi une manière de canaliser son anxiété, ses peurs, sa colère et d'en faire quelque chose, de transformer ça en quelque chose de constructif, de peut-être même voire positif? Oui, tout à fait. Bah, tu vois, là, justement, quand on disait, bah, finalement, comment est-ce que je peux gérer face à mon anxiété? Bah, il y a le fait de pouvoir passer sur des actions lorsqu'on a défini un problème concret. Là, ça peut y être. J'avais oublié de dire, on peut aussi passer par tout ce qui est manifestation également. Ce sont des choses qui sont. Et puis après aussi, dernier point, on peut aussi soutenir les associations nationales, sachant qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide aux mineurs non accompagnés qui actuellement se retrouvent privés de financement. Donc, on peut aussi s'engager avec les initiatives qui sont sur notre territoire. On n'a pas besoin forcément de partir à des millions de kilomètres pour cela. Autre point, je reviens un peu là-dessus pour enchaîner là sur les émotions. Nos émotions, comme je disais, voilà, nos émotions ne sont pas en elles-mêmes négatives ou positives. Et la colère, justement, en fait partie. Bien souvent, on a tendance à voir la colère comme étant quelque chose d'assez négatif ou destructeur ou tout ça. Première chose, si on ressent de la colère, il faut se poser une première question. La colère, souvent, elle vient nous renseigner sur l'impression qu'on a un besoin qui n'a pas été satisfait. Bien souvent, c'est notre besoin de sécurité, hein, d'accord? La colère, ça vient aussi nous renseigner sur le fait qu'il y a quelque chose qu'on perçoit qui ne va pas dans une relation. Que ce soit notre relation aux autres, notre relation au monde, ainsi de suite. Et puis aussi, la colère, elle vient nous renseigner sur le fait qu'on perçoit qu'il y a un écart entre la réalité concrète et la réalité telle qu'on pense qu'elle devrait ou qu'elle pourrait être, d'accord? Donc, la colère peut tout à fait surgir lorsqu'on est face à une perception d'injustice ou face à une perception justement d'un écart entre ce qui nous semble être, ce qui devrait être juste et ce qui est réellement. Donc voilà, en soi, la colère nous renseigne sur beaucoup de choses et donc ça peut valoir le coup de l'écouter. Autre point, la colère, c'est une émotion primaire et comme bien souvent, les émotions primaires sont des émotions aussi qui ont une fonction adaptative. Et donc, la colère, elle peut nous pousser à passer à l'action. Et donc, elle peut nous pousser justement à démonter les obstacles qui sont entre nous et ce qui nous semblerait plutôt juste. Et si justement la colère est alliée à l'empathie, du coup, elle peut nous permettre justement de repérer des injustices qui ne nous concernent pas au premier abord, mais concernent quelqu'un d'autre, et nous pousser à vouloir nous engager justement dans des actions concrètes en faveur de l'autre. Donc en soi, la colère peut être une émotion intéressante. Autre point, la colère aussi, parfois elle dissimule une autre émotion, comme par exemple la tristesse. Et là, c'est pareil, ça peut valoir le coup aussi de l'écouter. Et puis, après, comme toute chose, voilà, la colère peut avoir effectivement ses effets aussi délétères, dans le sens où si on est perpétuellement que en colère, à ce moment-là, on risque plus d'être dans la rumination, de notre colère que dans l'action. Voilà. Exactement, merci Cyrielle. Et la colère, comme l'anxiété, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être transformé. D'abord, il faut la décrypter. Ça peut être écrit, transformé de manière artistique, pacifique, pour finalement se décharger émotionnellement et transformer toujours quelque chose qu'on peut penser être un peu négatif, mais qui n'est pas forcément quelque chose de positif. Voilà, c'est possible, si on en a envie, encore une fois. Alors, pour revenir au cerveau, parce que c'est quand même le cœur du sujet, on a abordé l'anxiété, on a abordé la colère, on va parler maintenant un peu de trauma. Parce que c'est un mot qui est comme ça lancé, un peu galvaudé en ce moment, et j'aimerais qu'on le définisse et qu'on en parle un peu. Est-ce que toi, psychologue, donc Cyrielle, est-ce que tu considères que l'on peut être traumatisé par la simple vision d'images difficiles, choquantes en ce moment? Ouais. C'est vrai que quand on pense trauma, on pense d'abord à expérience directe d'un événement traumatique. Sauf que en fait, comme bien souvent, les choses sont plus complexes que ça. En fait, globalement, on estime qu'il y a plusieurs formes de trauma et ça, on va le retrouver notamment dans le manuel statistique diagnostic des maladies, donc le DSM. Alors, dans les différents types d'exposition au trauma, en fait, il y en a 5.
on a l'exposition directe, c'est-à-dire lorsqu'on est soi-même victime. Il y a l'exposition plutôt, entre guillemets, quand on est un témoin direct, c'est-à-dire on observe, on voit une personne être victime devant nous. Nous, voilà, mais nous, on n'y est pas on n'y est pas victime, d'accord, mais on voit que ça arrive à quelqu'un qui est devant nous. Ensuite, il va y avoir l'exposition indirecte, c'est-à-dire lorsqu'on apprend qu'une personne qui nous est plus ou moins proche a été victime d'un événement traumatique. Et puis après, il y a aussi tout ce qui va être autour des expositions répétées, c'est-à-dire ça concerne notamment lorsqu'on est soignant, lorsqu'on est pompier, lorsqu'on est policier et que du coup, eh bien, on est exposé dans le cadre professionnel de façon répétée aux expériences traumatiques qui ont été vécues par d'autres. Et puis enfin, voilà, l'exposition en fait à des images, même si en soi nous on est, je dirais, dans la sécurité de notre chez nous, oui, ça peut avoir un impact potentiellement traumatique parce que on est dans ce contexte-là justement on est exposé à des personnes qui sont en train de vivre une expérience où leur vie est en danger, où leur sécurité est en danger, sécurité qu'elle soit physique, psychologique, ça, il n'y a pas de différence pour nous, et ça va rentrer en résonance en nous, et oui, effectivement, dans un contexte comme ça, on peut se retrouver en fait dans une expérience traumatique. Tu parlais de la répétition. Même si en soi, on est dans le confort. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, le cerveau, en ce sens-là, il est assez incroyable pour le coup. Tu parlais de la répétition tout à l'heure. Est-ce qu'en ce cas, ce à quoi il faudrait faire attention, ce ne serait pas avant tout, c'est regrettable de dire ainsi, mais la quantité des images qu'il faut répéter, elles sont extrêmement choquantes, les images qui nous parviennent, il faut le dire et le redire. Et en ce cas, je pense qu'on peut, on l'a déjà dit, mettre d'abord des barrières. On peut finalement fermer son Instagram, se déconnecter, pas maintenant, désinstaller l'application, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas avant tout faire attention à cette quantité d'images qui nous arrivent? Tu me disais, l'image, elle peut avoir un potentiel, l'exposition à l'image difficile, choquante, elle peut avoir un potentiel traumatique. Attention, on ne va pas toutes et tous développer finalement un stress post-traumatique. Ça, tu vas d'abord nous rassurer là-dessus et ensuite, tu vas nous dire quand même qu'il faut rester vigilant, c'est ça? Ouais. Alors effectivement, on va pas tous développer, oui, un stress post-traumatique parce qu'on a été exposé à des images, effectivement. Alors après, on va dire, on peut être plus ou moins fragile, et c'est parce que ça rentre en résonance avec notre histoire particulière ou pour d'autres raisons, d'accord. Alors après, moi je dirais, il faut quand même être attentif à certains signes, d'accord. Par exemple, si on a ce qu'on appelle des phénomènes de réviviscence, c'est-à-dire, vous avez vu certaines images et puis soudainement vous avez des impressions un peu de flashback ou ça vient vous poursuivre dans vos rêves. Alors soit ces images-là, soit des images qui sont liées à des expériences personnelles qui ont résonné avec les images que vous avez vues, d'accord. Ensuite, autre point aussi auquel il faut faire attention, c'est encore une fois, on parlait de nos émotions, c'est la détresse profonde qu'on peut ressentir. Voilà, disons que c'est humain de se sentir dans le malaise par rapport à certains contenus, mais lorsque c'est au point où vous en êtes au bord de l'attaque de panique, là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a été touché et qui est en train de profiter de ça pour pouvoir ressortir. Donc cette détresse là très profonde, justement, il faut y être attentif et ça devrait être un peu justement un signal d'alerte entre guillemets pour vous dire ok, il y a quelque chose de plus profond. Peut-être qu'il faut que j'en parle justement à un professionnel de santé. Autre point, c'est l'inverse, c'est-à-dire si au contraire vous vous sentez totalement anesthésié, voilà, mais vous ne ressentez rien du tout, ou vous vous rendez compte que après coup cette impression d'anesthésie reste justement et que même dans des moments de votre vie où vous attendriez à ressentir certaines choses, vous ne les ressentez pas justement. Là aussi, il n'y a pas que la détresse émotionnelle qui doit être un signal un peu d'alerte. Et puis après, il y a tout ce qui va être aussi comportement d'évitement. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous avez été exposé à certaines images d'hôpitaux ou de bâtiments en ruine et que vous commencez à vous sentir mal à l'aise et dans l'anxiété face à des bâtiments chez vous qui a priori ne sont pas des bâtiments associés au danger
ou autre, et que là vous commencez à vous dire ok, je ne peux plus y aller, je n'ose plus aller dans le métro, j'ai peur d'aller dans certains lieux publics. Là c'est pareil, ça devrait être aussi un petit signal d'alarme pour vous. Et là c'est important de pouvoir justement en parler avec un professionnel de santé. Exactement. Attention à la spirale de l'engagement sur les réseaux sociaux. Tu vas nous dire les algorithmes, tout ça. En fait, les réseaux sociaux, on les utilise, nous, pour un peu éclairer ce qui se passe dans votre cerveau, en fait, mais ils sont utilisés avant tout pour finalement des finalités publicitaires, pour faire la promotion de beaucoup de choses. Et je crois que tu vas nous spécifier, Cyrielle, c'est un peu le fonctionnement des algorithmes. Cette spirale, j'en parlais, de l'engagement. La spirale de l'engagement, en fait, en soi, c'est que effectivement, d'abord, ça va nous parler parce que, voilà, pour des raisons émotionnelles ou même pour des raisons plus cognitives, j'allais dire, par rapport à nos pensées et des choses comme ça. Et du coup, on va commencer à s'engager dans certaines choses pour ces fameuses raisons, et on peut se retrouver en fait à être aspiré dedans et finalement à perdre même le fil de pourquoi est-ce qu'on s'était engagé au tout départ. C'est-à-dire qu'on peut commencer à suivre certains contenus parce qu'on est intrigué, parce qu'on est intéressé, parce que on est aussi dans l'envie de faire des bonnes choses, et que du coup on prend des renseignements comme ça, et puis au bout d'un certain temps, on se met à surconsommer. Ça fait 8 heures qu'on est dessus et on ne sait même plus finalement pourquoi on était là. Donc là, c'est pareil. C'est une forme de spirale d'engagement et on reste finalement pour l'émotion qu'elle nous provoque et plus réellement pour finalement ce qui était la motivation première. C'est ça. Il y en a qui se reconnaissent là, qui se reconnaissent dans le fait de ne pas voir le temps qui passe. Je pense que ça peut être un peu tout le monde d'ailleurs, de ne pas voir le temps qui passe quand on scrolle sur les réseaux sociaux. Conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous fixer un temps d'écran en fait et de vous dire si ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, bon, peut-être que je peux faire une pause de 5 minutes et revenir plus tard, et puis vous passerez à autre chose. Vous ne reviendrez peut-être pas à Instagram ou autre chose. Et c'est de toute façon sur Instagram, je parle pour Instagram parce qu'on est là sur Insta, il faut le savoir, en tout cas je vous invite à y prêter attention. Dans votre feed de vidéos, vous savez, les Reels, comme ils appellent ça, vous avez de plus en plus des vidéos que vous n'avez pas likées vous, ou qui portent des hashtags que vous ne suivez pas vous, mais qui ont été likés ou sur lesquels ont commenté certains de vos followers ou de vos amis en fait. Et ça en fait, ça participe à cette chose de je vois du contenu que j'ai pas forcément demandé à voir. Donc il faut vraiment prêter attention à ça. Donc quand au début, c'est des petits chatons mignons qui s'endorment, il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, en ce moment, ce qu'on est en train malheureusement d'observer, c'est pas des chatons qui s'endorment tranquillement la nuit. Avec tout ce qu'on a évoqué, Cyrielle, jusqu'ici, est-ce que on peut considérer qu'on a certaines personnes qui pourraient, au fil du scrolling, au fur et à mesure du temps qui passe, qui pourraient être déconnectés de leur réalité, de leur quotidien? Ouais, effectivement. Alors ça, c'est un phénomène qu'on avait notamment observé là dans les années 2000-2010, suite notamment, alors d'abord malheureusement à ce qui s'était passé au 11 septembre 2001, mais aussi après avec certaines personnes qui se sont radicalisées suite à la guerre en Syrie. On peut observer que dans leur parcours, d'abord, il y a eu le fait d'être exposé justement à des images sur le conflit, à avoir envie d'aider, et du coup, ça les a conduites justement à ne plus que consommer ça et à partir justement, alors là, on est au-delà de la spirale de l'engagement, puisque du coup, pour certaines personnes, ça s'est traduit par le fait de partir directement en Syrie pour pouvoir participer à des combats. Donc, heureusement, tout le monde ne suit pas ce genre de destin, mais j'ai envie de dire, il faut quand même être attentif à ce genre de choses. Encore une fois, je reviens à la guerre en Ukraine il y a 1 an. Il y avait pas mal de personnes qui disaient « j'ai trop envie d'aller là-bas pour les aider ». Pareil, soyons attentifs aussi à ce genre de choses, parce que pour un proche, ça peut être aussi un signal d'alerte. Donc, j'irais dans les signaux un peu qui peuvent nous alerter, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un de nos proches, ce serait d'abord de regarder, est-ce que je commence à me replier, en gros? Est-ce que je suis en train de me replier sur moi-même? Est-ce que mon proche se replie sur lui, elle-même? Est-ce que du coup, je ne consomme plus que ça et je ne vois plus l'autre, la réalité qui m'entoure? Après, il faut aussi faire attention à est-ce que je suis en train de m'engager aussi
uniquement dans des groupes qui ne parlent finalement que de ça et qui ne se replient que sur ça. Et du coup, je me plie à la version du groupe et je ne peux plus regarder. Là, on est sur une autre forme de biais cognitif, c'est en fait l'incapacité d'infirmation, c'est-à-dire je suis restée sur le discours de ce groupe-là auquel j'appartiens et je n'arrive pas à entendre le fait qu'il puisse y avoir des discours un peu dissonants. Ensuite, l'autre point aussi qui devrait être un signal d'alerte, c'est lorsque en fait on se coupe de son réseau IRL, c'est-à-dire que effectivement on peut se créer des amis sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que si ce groupe-là, qu'il soit amical ou qu'il soit dans un engagement autre, nous coupe de notre famille, de nos amis, de ce qui constitue en fait notre vie réelle, là aussi c'est un signal d'alerte, quoi. Donc voilà, tous ces éléments-là, comme ça, devraient pouvoir être des signaux d'alarme pour nous-mêmes ou pour nos proches, pour pouvoir se dire, ok, là, je suis en train de m'engager dans quelque chose qui peut me mettre en danger, que ce soit psychologiquement ou même physiquement dans certains cas. Exactement. Pour revenir peut-être à la souffrance que certains pourraient ressentir face à l'actualité, sans être encore peut-être tombés dans quelque chose de plus extrême, mais finalement, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un proche qui semblerait souffrir de l'actu, qui semblerait un peu se replier sur lui-même, qui semblerait un peu finalement se couper de son quotidien? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne? Je dirais que la première chose, c'est de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir justement entendre. On n'est pas obligé de comprendre, hein, d'accord, mais de pouvoir entendre en fait le mal-être de la personne. Et puis, je pense que c'est important justement de signaler à la personne que on a repéré qu'elle pouvait ne pas être bien, qu'elle pouvait être dans un certain mal-être. Et donc là, ça peut être important justement de montrer qu'on se sent concerné, de dire voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu es plus triste, plus anxieux, plus en colère, tout ça. Et on a le droit de dire, cela m'inquiète. Voilà. Et de dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Toujours rechercher aussi la perception de la personne et son interprétation des choses. Et puis, pouvoir entendre aussi ce que la personne a à dire. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'y adhérer, d'accord? Et puis après, justement, si on sent que les propos de cette personne sont peut-être trop extrêmes ou qu'elles nous semblent pas en cohérence avec la réalité formelle, on revient sur l'émotion. Voilà, quand tu me dis telle ou telle chose, eh bien, je comprends que tu es stressé par rapport à ce qui se passe. Que tu es en colère. Je comprends que tu as envie de faire aussi telle ou telle chose. Mais là, j'ai l'impression que ça te met plus dans le mal-être que réellement dans l'action, ou en tout cas pas dans des actions forcément qui vont apporter ce que tu aimerais. Donc, je te propose qu'on puisse soit en reparler, soit se prendre une pause. Encore une fois, des fois, il y a aussi ça. Hein, on a le droit de se déconnecter, de se mettre en retrait. Enfin voilà, ce sont les premiers éléments, je dirais, qui peuvent justement ouvrir la conversation et permettre une première reprise de conscience et venir en aide. Merci beaucoup, Cyril. On redonnera tous ces bons conseils dans des posts très prochainement. Effectivement, amener la conversation par un petit café qu'on va poser, comment tu te sens, ou est-ce que ça te dit d'aller faire une balade, etc. Ça reconcrétise en fait l'action sans forcément rentrer dans qu'est-ce que tu penses en ce moment de ce qui se passe. Et on n'est pas du tout obligé de tomber là-dedans. Non. Bien au contraire. Merci beaucoup, Cyril, pour ces conseils. Encore une fois, on les redonnera ensuite. Maintenant, je vous propose, parce qu'il est 18h03, Cyril, de passer... On a dépassé un peu. On a dépassé un peu, mais voilà, c'est notre premier live, on en refera d'autres si l'envie est là. Donc, je vous propose de passer à vos questions. Donc, d'abord, les questions qu'on a reçues juste avant le live et une synthèse, en tout cas, les questions qu'on a reçues. Alors, première question, Cyrielle, comment ne pas communiquer ses émotions négatives, alors c'est la question, à ses enfants? Bon, c'est une excellente question, je te laisse y répondre. Ouais, tout à fait. Alors,
moi, je trouve que c'est justement très bien de pouvoir être concerné comme ça et de pouvoir se dire, ok, je ressens certaines émotions, mais mes émotions me sont propres et j'ai pas envie justement de les transmettre. Donc déjà, voilà, je trouve que c'est super de la part de la personne d'avoir cette conscience-là et voilà, et puis de justement être dans, voilà, d'être dans cette préoccupation, je dirais. Alors après, premier point, je dirais très important, effectivement, nos enfants. Sont des vraies personnes. Ce sont des personnes qui sont différentes de nous. Et donc, effectivement, on peut ressentir certaines choses sans que eux, forcément, les ressentent. Et à l'inverse, ils peuvent ressentir des choses qu'on ne ressentira pas forcément. Ensuite, autre point, les enfants perçoivent quand même comment est-ce qu'on se sent. Alors, c'est pas des éponges émotionnelles comme je peux le lire ou l'entendre des fois. Hein. C'est pas parce que nous on est triste qu'ils vont automatiquement se sentir tristes. Mais par contre, ils peuvent sentir qu'on est préoccupé ou qu'on est perturbé. Je le disais au départ, nos émotions, c'est des manifestations aussi expressives. Donc même si on essaye de garder un peu le poker face face à nos enfants, ils peuvent sentir qu'il y a quelque chose qui nous perturbe. Ils ont peut-être pas par contre les mots pour se dire pourquoi est-ce qu'on est perturbé, ni quelle est la perturbation en question, mais ils peuvent le sentir. Alors, moi, j'aurais envie de dire, c'est à adapter en fonction de l'enfant, de sa personnalité, de son âge, mais aussi de sa maturité. En fonction de tout ça, on peut légitimement lui dire, voilà, en ce moment, je suis préoccupée. Mais voilà, ne t'inquiète pas, toi de ton côté, tu es en sécurité, tu es aimé, ça ne change rien par rapport à notre relation. Aussi, autre point, pourquoi est-ce que ça peut être important aussi d'expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe? C'est parce que, comme je disais, l'enfant va ressentir notre perturbation, mais il va pas forcément comprendre qu'est-ce qui nous perturbe. Et du coup, il va essayer de mettre du sens, lui, avec sa capacité de compréhension d'enfant. Et donc, par exemple, il va peut-être se dire, ok, mon parent a l'air préoccupé, mais il a aucune idée de ce qui se passe et de qu'est-ce qui nous préoccupe. Donc, du coup, il va se dire, ça se trouve, c'est moi. Ça se trouve, c'est moi qui ai fait quelque chose qui allait pas. Ou ça se trouve, c'est à cause de tel autre truc et qui a rien à voir. Et là, pareil, ça peut être utile justement d'expliquer à l'enfant pour qu'il ne mette pas, lui, du sens qui ne serait pas le sens approprié et qui ensuite, lui, pourrait aussi le perturber. Ensuite, autre point, même si nous, on se disait, je mets un point d'honneur à ne pas parler d'actualité avec mon enfant, il est très probable qu'il en a entendu parler, soit par des copains à l'école, soit par d'autres personnes, soit si c'est un ado, qu'il a été exposé lui-même aussi à des contenus sur les réseaux sociaux ou par d'autres personnes. Et donc, justement, ça peut être bien d'ouvrir la discussion là-dessus. Après, on peut aussi ouvrir la discussion sur une façon sur une façon plus de passage à l'action. Par exemple, de se dire, voilà, on peut être deux à être préoccupés par certaines choses et on va décider de faire. Alors, soit on peut se faire un instant, justement, discussion ensemble et ça peut être très constructif parce qu'après, ça peut ouvrir la discussion sur d'autres choses qui peuvent être perturbantes dans la vie. Soit ça peut être l'occasion aussi, de s'engager ensemble sur certaines actions plus concrètes. Voilà, on peut se dire, par exemple, tel jour, on ira porter des vêtements, par exemple, pour telle association, par exemple. Et du coup, on peut engager l'enfant dans cette action-là. Et puis après, si jamais on se sent aussi un peu dépassé par certaines questions, il y a des livres également qui peuvent servir de support. La collection des Max et Lily également a offert plein de tomes sur les réfugiés, sur certains conflits également. Mais il y a aussi des livres plus engagés. Et puis après, il y a aussi certaines plateformes d'information qui sont spécifiquement destinées aux enfants et qui justement peuvent aussi être un soutien quand on est face à certaines inquiétudes pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse nous-mêmes. Donc voilà. Merci pour ta réponse, Cyrielle, qui je pense a été très complète. Donc j'espère que ça va aider certains parents qui nous regardent ce soir. Autre question, je n'arrive pas à déconnecter des réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens affectés par ce qu'il se passe. Alors qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette personne qui n'arriverait pas à se déconnecter des réseaux sociaux parce que elle pense en tout cas que c'est parce qu'elle est trop finalement dans l'empathie avec les gens qui sont touchés par ce qui nous arrive. Alors là, je dirais, on a un petit peu répondu déjà à la question à travers le live. Alors, point important, moi, je dirais, c'est peut-être aussi de faire une distinction entre ce qui est de l'empathie et ce qui est de la sympathie. Je m'explique, l'empathie, c'est lorsqu'on va comprendre une émotion qui est ressentie par quelqu'un d'autre, mais sans forcément y adhérer, d'accord ? La sympathie,
à l'inverse, c'est je ressens, enfin je comprends l'émotion, mais je la ressens également, d'accord? Encore une fois, ça a distingué aussi de l'apathie, qui serait j'ai zéro émotion, et de l'antipathie aussi, parce que l'antipathie, souvent, on va la penser comme étant, voilà, en gros, voilà, je m'en fiche de ton truc et je suis un peu agressif. Non, on peut se montrer antipathique en ayant des bonnes intentions. Par exemple, tiens, si la personne, elle venait là devant nous et qu'elle disait, je me sens très mal par rapport à la situation et tout ça, et que moi, j'arrivais, je lui mettais une tape dans le dos et je disais, allez champion, ça va aller. Je suis dans l'antipathie, même si je pars d'une bonne intention qui est de lui remonter le moral. Donc voilà, donc première étape, je dirais peut-être d'abord se questionner. Est-ce que je suis en train de souffrir par empathie, ce qui est légitime, hein, d'accord? On peut réellement sentir une fatigue de compassion quand on est dans l'empathie, hein, d'accord? Ou est-ce que je suis dans la sympathie, c'est-à-dire que je ressens, j'ai l'impression de comprendre l'émotion de l'autre, mais je la ressens et je suis engagée justement dans cette émotion-là. Point important, comme je disais, c'est se méfier. D'abord, il faut se préserver. Ça, je le dis aussi des fois quand je reçois des confrères, consoeurs. Je dis, moi, quand j'ai démarré mon activité professionnelle, j'avais un superviseur qui disait la première règle en psychothérapie, c'est on protège le thérapeute. Pas dans le sens genre il est intouchable, mais dans le sens où si le thérapeute va pas bien, bah du coup il peut pas aider les autres. Et là, j'ai envie de dire c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien soi-même et si on se sent trop dans l'inconfort, le malaise, l'anxiété, tout ça, on pourra pas non plus aider les personnes qu'on a envie d'aider parce que quand on est dans l'empathie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a envie d'aider l'autre. Voilà. Et donc, première chose, d'abord pouvoir se protéger soi-même. On a parlé pas mal de choses et puis après, bah, souvent, si on souffre par empathie, c'est parce qu'on a l'impression d'être complètement dans son émotion et de pas savoir justement quoi mettre en place. Et là, pareil, on peut revenir sur un peu les décompositions et la résolution de problèmes dont on parlait tantôt. Voilà, une réponse longue pour finalement quelque chose un peu court. Voilà. Non, une réponse complète. Et tu le disais juste avant, si on veut sauver le monde, il faut commencer par soi. Mais surtout, je vais donner cette image. Quand vous prenez l'avion, je ne sais pas s'il y en a qui prennent l'avion ici, on vous dit dans toutes les règles qu'on énonce de sécurité, en cas de danger, voilà, s'il n'y a plus de pression, mais mettez votre masque à vous et ensuite allez mettre le masque à votre voisin. En fait, c'est ça. On peut pas, si vous avez réellement une envie, parce que vous êtes poussé par votre humanisme, d'aller aider votre prochain, mais aidez-vous d'abord vous à être solide mentalement, physiquement, puis ensuite vous serez dans les bonnes conditions pour prêter main forte à qui vous voulez prêter main forte. On a une autre question qui nous est arrivée. Alors, effectivement, on est sur le compte Planète Psy Surdoué, mais ce live s'adresse à tout le monde parce qu'on a tous un cerveau et qu'on est tous doués d'émotions, en fait. On est tous humains. Mais on a cette question et on voulait y apporter une réponse avec Cyrielle. Donc, pourquoi les surdoués ont du mal à gérer leurs émotions? Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les surdoués ont du mal à gérer les émotions? Alors, moi, je vais dire c'est une question qui est tricky dans le sens où, en fait, déjà, il n'y a pas, je dirais, de bloc uniforme, homogène qui serait les surdoués. Voilà. Tout comme il n'y a pas de bloc uniforme qui serait les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, il y a autant de formes d'autisme différentes qu'il y a de personnes. Tout comme il n'y a pas de bloc homogène de, par exemple, les personnes anxieuses. Voilà, il y a autant de phénomènes anxieux qu'il y a de personnes anxieuses. Donc voilà, déjà. Premier point, on ne peut pas forcément faire des généralités en disant les surdoués. Ensuite, autre point aussi très important, alors on va parler souvent dans les médias, tout ça, en disant, voilà, les personnes avec un haut potentiel intellectuel vont plutôt être ceci, cela. Il faut savoir que les études en question portent sur des personnes qui ont été identifiées comme étant aussi en souffrance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont probablement un haut potentiel intellectuel, sauf que ça va, et on les a pas identifiées et on ne sait pas qu'elles ont un haut potentiel intellectuel. Donc, en soi, il n'y a pas de consensus vraiment sur ce qui serait, entre guillemets, les surdoués. Et aussi, autre point important, c'est que du coup, c'est pas un groupe unique. Et en plus de ça, il y a des tas de réalités, je dirais, plurielles, finalement, multifactorielles, pour ce qui est du haut potentiel intellectuel. Par contre, point important, c'est qu'on peut tout à fait avoir un haut potentiel intellectuel et avoir
un trouble psychologique ou un trouble du neurodéveloppement associé, d'accord? En soi, le HPI, pour aller plus vite, ce n'est ni un facteur de protection, ni un facteur de risque par rapport à d'autres formes de troubles, d'accord? On peut très bien avoir, par exemple, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et un haut potentiel intellectuel, voilà. Et donc là, à ce moment-là, bah oui, le haut potentiel intellectuel plus le TDAH peut faire qu'on peut avoir des difficultés à réguler ses émotions. Mais là, du coup, bah, ça va être complètement propre à la personne parce qu'elle a ce cocktail bien particulier qui va se manifester de cette façon très particulière chez elle. On peut aussi avoir des personnes qui ont un HPI et un trouble anxieux. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et là, encore une fois, on va plutôt parler effectivement de difficultés de régulation des émotions. Et à ce moment-là, il faudrait reprendre en fait finalement quelles sont les particularités vraiment de la personne, que ce soit du côté intellectuel ou que ce soit du côté anxieux, et pouvoir travailler vraiment en faisant du cousu humain, quoi, je dirais. Donc, pareil, autre point important, c'est que haut potentiel intellectuel, c'est pas forcément une entité homogène, c'est-à-dire qu'une même personne qui a un haut potentiel intellectuel peut être très performante dans certains domaines et au contraire être plus en difficulté dans d'autres. Et là, pareil, peut-être que ça peut être aussi une voie d'explication sur pourquoi elle peut avoir des difficultés à réguler son émotion, parce que peut-être elle est très très performante, on va dire, en vitesse de traitement des informations, c'est-à-dire avoir l'impression que tout passe super vite et que voilà, mais elle peut aussi à l'inverse, avoir justement cette impression d'être dépassée parce que ça passe trop vite. Et ça peut aussi expliquer cette fameuse anxiété. Donc voilà, tout ça pour dire que je pourrais pas répondre à la question parce qu'elle est trop large et trop floue et que j'ai envie de dire, en fait, pour vraiment faire une bonne réponse, il faudrait connaître la personne, connaître tous les éléments finalement la concernant et faire vraiment du cousu humain. Donc voilà, donc désolé, il n'y aura pas de réponse unique. Voilà. Mais c'est très bien parce que tu as recadré, tu as redéfini les termes et je crois que c'est très très important de le faire, surtout sur la douance, le potentiel intellectuel, le TDAH, etc. C'est vraiment des concepts différents qui peuvent être présents chez une seule et même personne en réalité et à chaque fois se caractériser, être défini de manière différente d'une personne à une autre. Donc ça, c'est très très important de le redire. Merci Cyrielle pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, je crois pas avoir vu passer de questions dans les commentaires jusqu'à présent. S'il y a des questions, on peut prendre une ou deux questions là maintenant. Ouais. Moi, j'ai vu des coucous, donc je dis coucou. Voilà, mais coucou. Voilà. Merci de votre participation. Alors, peut-être un mot de la fin. Alors, avant un mot de la fin, Cyrielle. Ouais, d'accord. Voilà. C'est notre premier live, ça vous l'avez bien compris, hein, je crois. Mais je voulais remercier tout le monde pour votre participation, vos questions et votre bienveillance dans les commentaires. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être capable de montrer cette bienveillance partout. Merci à vous. Donc, Cyrielle, un petit mot de la fin avant que je puisse conclure. Écoute, je suis un peu gênée parce que j'avais plusieurs mots de la fin et j'avais envie de te dire, vas-y, fais plouf plouf. Non, allez, je dirais je dirais, allez, simplement, un truc qui me tient à cœur, c'est de dire, achetons local et défendons nos petits artisans. Voilà. Voilà. Et rien à voir avec l'actualité, mais c'est d'autant plus, non, mais c'est d'autant plus important de le redire parce qu'on a un quotidien, voilà, il n'y a pas que l'actualité. Mais merci beaucoup, Cyrielle. Okay. Merci à toutes et tous. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt sur Instagram. Je l'ai dit en post, en story. Et peut-être ailleurs. Donc j'accueille vos retours suite à ce premier live. On accueille vos retours avec Cyrielle en DM. N'hésitez pas. Et puis s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez qu'on aborde de manière plus structurée la prochaine fois, pourquoi pas. N'hésitez pas pareil à nous le dire en DM. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.